Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC. Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de Questions Santé, un programme du studio Hirondelle RDC. Nous répondons à vos questions sur la santé et notre bien-être, bien sûr. Nouveau thème dans ces numéros, nous parlons de l'hypertension artérielle, un fléau qui ravage en République démocratique du Congo. Un Congolais sur 3 serait hypertendu d'après les chiffres du Programme national des maladies cardiovasculaires. Et pour répondre à vos questions sur cette maladie, nous recevons le docteur René Lumukambala. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin au centre hospitalier Monkole à Kinshasa. Merci aux auditeurs de Kinshasa qui nous ont envoyé leurs questions, bien sûr, sur cette maladie d'hypertension artérielle. Nous commençons avec la question de Jules qui dit: que justifie, docteur, la hausse des cas d'hypertension en RDC? J'en ai parlé dans mon préambule qu'un Congolais sur 3 souffrirait de cette maladie. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez pour expliquer certains aspects de cette maladie, des aspects qui sont importants pour la compréhension. Et ça va aider justement la population à mieux appréhender la chose et accepter les consignes du médecin. D'ores et déjà, signalons que l'hypertension, c'est pas un problème congolais seulement, c'est un problème général. Et on vous dira par exemple qu'au-delà de 60 ans, 50% des gens sont hypertendus dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, quand on regarde la prévalence entre le milieu rural et le milieu urbain, on voit quand même qu'il y a des différences. On trouve beaucoup plus de cas d'hypertension dans les villes que dans le milieu urbain. De là, on peut essayer de comprendre pourquoi il y a une tendance à l'augmentation des maladies non transmissibles. Il n'y a pas que l'hypertension, il y a aussi le diabète et ainsi de suite. Et généralement, on comprend que le style de vie, le mode de vie influence beaucoup le développement de l'hypertension artérielle. C'est vrai qu'il y a des gens qui, de par leurs antécédents familiaux, ils peuvent développer parce que dans la lignée, il y a eu des parents qui ont eu ça. Mais le style de vie en général favorise l'augmentation justement de la pression artérielle de nos patients. Et il suffit de voir comment nous vivons à Kinshasa, ce que nous mangeons, le stress que nous vivons tous les jours. Ça, c'est des éléments qui peuvent expliquer l'augmentation de l'hypertension. Il faut aussi savoir que dans 90% des cas, l'hypertension est appelée essentielle parce qu'elle n'a pas une cause bien déterminée. Ce n'est que dans 5 à 10% des cas où on peut identifier une cause et la soigner. Est-ce que la maladie peut finir? Si la cause est bien identifiée et qu'on peut enlever la cause, la maladie peut finir. Mais à partir du moment où c'est essentiel, ça n'a pas de cause, bon, on peut comprendre que c'est quelque chose qu'il faudra absolument contrôler parce que si on ne le fait pas, ça peut exposé à d'autres complications. Oui, docteur, vous avez parlé tout à l'heure de l'âge, vous avez parlé des 50 à 60 ans, on court le risque d'avoir cette maladie. C'est la question même d'un internaute qui nous dit à partir de quel âge peut-on avoir le risque d'attraper cette hypertension? Vous avez parlé des 50, 60, c'est surtout à cet âge-là? Déjà à partir de 30 ans, on peut développer l'hypertension. Et plus l'âge augmente, plus on est enclin à développer la maladie. Donc l'âge, c'est même un des facteurs, des facteurs qui favorisent l'apparition de l'hypertension artérielle. Quand on parle de maladie, on parle de symptômes, des signes. Alors pour l'hypertension, c'est la question de René qui nous dit quels sont les signes de l'hypertension artérielle. Ça, c'est une question fondamentale parce que beaucoup de gens attendent d'avoir des signes pour aller voir le médecin. Alors que cette maladie peut se développer
sans que le patient ne sente rien, ne présente aucun signe. Ça peut être la fatigue, ça peut être des maux de tête, ça peut être des vertiges, ou une vision floue, ou une sensation de mouche volante. Mais dans beaucoup de cas, ça évolue comme ça à bas bruit. Quelqu'un peut aller à l'hôpital pour autre chose, et dans un contrôle de routine, on lui trouve des chiffres tensionnels élevés. Et parfois, pour convaincre la personne que vous êtes hypertendu, c'est pas facile. Parce qu'il attend d'avoir des signes qu'il n'a pas, quoi. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle un tueur silencieux. Dans vos cabinets, la plupart des personnes que vous recevez, quand vous détectez les signes de l'hypertension, c'est souvent lesquels vous avez parlé de certains. Est-ce que ce sont seulement ces signes-là qui sont le plus visibles quand un patient vient vous voir pour pouvoir détecter cette maladie? Oui, le patient, comme je l'ai dit, il peut venir parce qu'il a des maux de tête, parce qu'il est fatigué, parce que ça, ce sont des signes liés à la maladie elle-même, mais on peut aussi avoir des signes liés aux complications que cette maladie a déjà causées. S'il y a déjà atteinte du cœur ou des reins et tout, donc il y aura aussi des signes en rapport avec l'organe intéressé. Alors, une autre question, elle est posée par Solange. Elle dit, on dit que certains repas sont à l'origine de l'hypertension. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces repas? J'ai toujours dit que l'ennemi numéro 1, c'est le sel. Quand on mange trop salé, eh ben, on s'expose à développer l'hypertension. Il y a des gens qui d'habitude mangent peu salé, et c'est une bonne habitude, mais en général... ici à Kin, essentiellement, on mange un peu plus salé. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est manger gras. Quand on mange gras, eh ben, on s'expose aussi à ces maladies cardiovasculaires dans l'hypertension. Manger gras, c'est tout ce qui est qui a beaucoup plus de protéines, c'est beaucoup de viande. Qu'est-ce que vous parlez quand vous parlez de gras, c'est... Manger gras, c'est manger graisse. Beaucoup de graisse. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à connaître ce que c'est que le cholestérol, le mauvais cholestérol, la mauvaise graisse. Et ça, justement, on la trouve dans les viandes grasses, le porc, dont les gens raffolent. Et il y a comme ça une série d'aliments qui contiennent la mauvaise graisse et qui peut exposer aussi à l'hypertension. Il faut savoir que toutes les graisses ne sont pas mauvaises. La graisse que vous trouvez dans le poisson, par exemple, elle n'est pas mauvaise. C'est pas comme la graisse que vous trouvez dans la viande de porc et ses dérivés, quoi. En tant que maladie, quand on a l'hypertension, est-ce qu'on a aujourd'hui la chance de voir sa maladie disparaître du corps? Est-ce qu'elle peut prendre fin, l'hypertension? Ça, c'est un élément important que les gens doivent comprendre. L'hypertension, c'est pas une maladie comme la malaria, pour laquelle dès que vous avez fini la cure, tout est fini. Mais l'hypertension, on peut même dire que c'est un état qui vous expose à des complications des organes nobles, notamment le cœur, le cerveau, les reins, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, l'hypertension étant un facteur de risque cardiovasculaire, tant que ce risque est là, il faut le contrôler. Et on ne peut pas dire on l'a contrôlé sur un mois et puis c'est fini. Non, il faut continuer à le contrôler par tous les moyens, notamment le style de vie, les médicaments et le régime alimentaire, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que dès que la maladie s'est déjà établi, il faut rester attentif et suivre les conseils du médecin. Si le médecin estime qu'avec le régime seul, on arrive à contrôler, tant mieux. Mais s'il estime qu'il faut prendre les médicaments, je pense qu'il faut continuer à le prendre sans cesse. Parce que si on ne le contrôle pas, il va exposer aux maladies plus graves que la tension elle-même, puisque l'hypertension elle-même, comme je l'ai dit, on peut ne rien sentir. Les gens peuvent dire, voilà, je ne suis pas malade. Mais dès que les complications arrivent, là, c'est souvent un stade très avancé et on n'a pas grand-chose à faire. C'est
une maladie qui va toucher les organes nobles du corps. C'est une maladie qui touche le cœur, par exemple, parce que le patient peut développer un infarctus du myocarde, qu'on appelle habituellement la crise cardiaque. Il peut faire un AVC, voilà, un accident vasculaire cérébral, qui peut être hémorragique ou ischémique. Il peut abîmer ses reins. Toutes ces complications, la prise en charge est vraiment très lourde. Vous imaginez quelqu'un qui a les reins déjà complètement amortis et qui doit faire des séances de dialyse. Ça coûte ce que ça coûte, et ça pour la vie, pour le reste de la vie. Et s'il faut changer de rein, faire la transplantation des reins, c'est des techniques que nous n'avons pas encore développées dans nos pays. Il faut aller à l'extérieur, ça coûte ce que ça coûte et c'est pas à la portée de tout le monde. Quand on a fait un AVC, on peut en garder des séquelles qui peuvent être débilitantes et perdre tout ce qu'on peut avoir comme emploi, comme possibilité de survivre, et cela va causer beaucoup de tort à la famille et à toutes les personnes qui sont à charge. Et la seule possibilité, le seul moyen pour éviter tout ça, c'est de contrôler l'hypertension en faisant un geste simple. S'il faut prendre le médicament, juste prendre le comprimé, le mettre dans la bouche. On a ainsi contrôlé sa maladie selon les prescriptions du médecin, et ça vous évite justement ces complications qui peuvent être assez débilitantes. D'accord. Et quand on parle de personnes lambda qui ont cette maladie, on leur pose la question de quoi souffrez-vous, ils vous disent je souffre de la tension. Et pourtant on oublie qu'il y en a de deux catégories, l'hypertension et l'hypotension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Bon, d'abord il faut savoir que l'hypotension c'est pas une maladie. Oui, c'est pas comme l'hypertension. L'hypertension, on parle de l'hypertension quand on a des chiffres de tension au-delà de 140 sur un 90 mm de mercure. Et l'hypotension, c'est quand ces chiffres sont en dessous de 100 sur 60 mm de mercure. Et l'hypotension, c'est un état qui accompagne certaines pathologies. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a fait une diarrhée, qui a beaucoup vomi, il perd l'eau dans son corps, la tension va baisser. Et là, c'est pas qu'il souffre de l'hypotension. Nous parlons de choc lié au vomissement et à la diarrhée. Et dès que vous avez soigné la cause, la tension redevient normale. C'est pareil pour un accidenté, il a perdu beaucoup de sang, la tension a baissé. On ne peut pas dire qu'il a l'hypotension, mais c'est un signe qui accompagne certaines pathologies connues. Même en cas de choc septique, la tension peut baisser, mais on ne peut pas dire qu'il souffre de l'hypotension, mais on va voir la cause. En soi, l'hypotension n'est pas une pathologie. C'est pas une pathologie c'est pas une pathologie en soi, je voulais dire. Tout est clair, docteur. Nous prenons l'autre question, c'est sur le sport. Il est conseillé de pouvoir le pratiquer pour juguler l'hypertension, mais nous avons vu ces dernières années des sportifs de haut niveau, des footballeurs, les autres, connaître des crises en plein exercice de leur métier. Alors comment cela peut s'expliquer alors que les sports est souvent conseillé pour pouvoir éviter des pareilles maladies? Ça, c'est encore une très bonne question. Si ils ont connu ces complications pendant le sport, c'est pas l'hypertension. On ne peut pas dire qu'ils sont morts sur terrain de l'hypertension. Non, et les cas les plus récents, c'est beaucoup plus des troubles de rythme, dans le rythme du cœur qui devient incontrôlé et qu'il faut bien entendu arriver à soigner rapidement si on peut le faire. Et donc c'est pas l'hypertension, c'est pas une complication de l'hypertension qui font que ces joueurs s'écroulent sur le terrain. Beaucoup plus c'est des troubles de rythme, genre tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire, ainsi de suite.
Et voilà. Donc, mais le sport est vraiment indiqué, comme vous l'avez dit, hein, pour l'hypertendu. Et souvent, c'est des sports d'endurance. Hein, faire la marche à son rythme, faire un peu de jogging. Hein, c'est pas des sports de compétition, mais faire le vélo. Hein, tout ça, ça permet justement de maintenir tous les paramètres qui vont aider à garder l'attention dans le bon. Donc, il faut conseiller aux gens de faire un peu plus de sport. C'est intéressant quand on est matinal à travers Kinshasa, on voit des jeunes gens au coin des rues en train de faire le sport. Ça, c'est des bonnes choses qu'il faut encourager. Pour terminer avec vous, Dr Loumou, on prend la dernière question. Comment prévenir les maladies cardiaques et comment vivre avec, à l'instar de l'hypertension? Alors, les maladies cardiovasculaires, bon, il faut savoir qu'il y a ce que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a des facteurs qu'on peut modifier et d'autres qu'on ne peut pas modifier. J'ai parlé de l'âge. Plus on augmente en âge, plus la tension aussi augmente, plus on a des risques. Donc ça, c'est des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Mais il y a des facteurs qu'on peut modifier, sur lesquels on peut travailler. C'est, comme on l'a dit, le régime. Si vous voulez maintenir la pression basse, il faut manger peu salé, il faut manger peu gras. Et le style de vie, avoir une activité physique assez régulière. Et voilà, donc travailler sur les facteurs qu'on peut modifier. Quand on a le diabète, il faut se faire soigner pour le diabète pour maintenir le chiffre glycémique dans les normes. Et ça permet justement. Quand on a l'obésité, il faut lutter contre l'obésité. Donc c'est... Et en plus de tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, il faut insister, si on est déjà sous traitement médical, de continuer le traitement. En consultation, ça fait quand même mal quand quelqu'un vient vous dire « Docteur, ça fait déjà 4-5 mois que je prends le médicament, est-ce que je le prendrai toujours ?» Alors, il faut prendre tout le temps pour lui expliquer que c'est pour votre bien qu'il faut stabiliser, qu'il faut contrôler ce facteur-là. Sinon, il vous expose à des complications plus graves. Et parfois, il faut prendre le temps pour expliquer aux gens dans le concret, pour dire aujourd'hui, si vous faites l'AVC, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, respectez vos 8 heures de travail, au lieu puisque si vous dépassez vos 8 heures de travail et qu'il vous arrive quelque chose, eh ben, vous allez perdre ce travail. Donc, c'est un peu tous ces paramètres sur lesquels il faut travailler, les facteurs de risque cardiovasculaire, et tous ces éléments environnementaux, le stress, savoir gérer son stress. Et si on a des médicaments, continuer à prendre son médicament et respecter le rendez-vous du médecin qui, de manière programmée, va jeter un coup d'œil sur tous ces organes pour voir s'il faut maintenir le médicament ou le changer. Merci, Dr Loumou. Je vous en prie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis à travers la RDC. Prochain numéro de Questions Santé la semaine prochaine. Merci de nous écrire vos questions par SMS au 080 849 8709 ou sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Studio Hirondelle RDC, Ngoma ya Congo. Nous saluons aussi celles et ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à la prochaine.